Alors, développer une fermeté bienveillante, donc c'est justement là, les punitions, enfin moi j'entends souvent les parents qui me disent on punit, on n'arrête pas de punir, et puis en fait, c'est toujours pareil, ça sert à rien. Oui, parce que justement, la punition n'est pas basée sur le sujet. Il faut que ça concerne le même sujet. La télé, c'est la télé, les sorties, c'est la sortie, etc., etc. Le téléphone portable, c'est le téléphone portable. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un lien et que ce soit basé, que ce soit fait dans le respect. On ne va pas attaquer la personne. Oui. Et pour le coup, si c'est un problème d'attitude en termes de comportemental, de comment elle nous parle, donc là, je ne vais pas sanctionner. Ah si. En lui privant Ah non, c'est la parole, quoi, je veux dire. C'est pas lié à c'est pas. Alors après, ça dépend de l'âge. Et ensuite, si c'est un ado, il y a un gros filtre. Déjà. Et puis après, on peut montrer le chemin. Alors là, c'est justement en message. Là, il faut. S'il y a un problème de, entre guillemets, comportement, même verbal, il faut absolument qu'il y ait un retour aux sources sur l'écoute. Parce qu'il y a un problème. Bon, un ado, il va répondre mal quand même de temps en temps. Hein. Ça, c'est normal, c'est son job, on va dire. Mais quand c'est trop... Le problème, c'est ça, c'est le dosage. Hein. Quand est-ce que on passe dans la balance où ça va devenir problématique, hein. Donc, quand c'est trop souvent, il faut entamer un dialogue. Avec les ados, on peut dialoguer et on peut faire plus d'écoute. Donc, je ne supporte pas quand on me parle sur ce ton-là. J'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Là, on peut entamer un dialogue. L'ado, il peut refuser, hein. Il peut se taire, pas avoir envie de répondre, etc. Mais il va réfléchir. Et petit à petit, ça va faire son chemin. Et un jour, il va se mettre à parler. Mais par rapport à la règle de la notion de respect, alors on peut. Quelle est la punition, on va dire, avec le lien de la parole, quoi. Il n'y a pas de punition parce que là, c'est un problème qui vous dérange, vous. Après tout, l'ado, il s'en fout aussi. Hein. Enfin, ça, on approfondit les différents problèmes après, on le voit. Mais ça vous pose un problème à vous et peut-être que lui aussi a un problème. Donc, il faut absolument amorcer un dialogue, essayer de trouver d'où ça vient. Sylvie Levacher, donc je suis coach PNL formée par Tania. Je suis donc professeure suppléante des écoles aussi. Et je suis formée à l'atelier des parents qui forment des animateurs pour des ateliers parents. J'ai trois ateliers bien différents. Un atelier pour les jeunes enfants de 0 à 6 ans, un atelier pour les enfants de 7-12 ans et un atelier pour les ados, parce que c'est vraiment des tranches d'âge spécifiques. Et on va voir qu'on ne s'adresse pas de la même manière selon qu'on a affaire à des tout petits ou à des ados. Voilà. Donc, en fait, c'est souvent le quotidien, sûrement vous l'avez remarqué, qui est source de problèmes. Hein, tout ce qu'on a à faire, les tâches quotidiennes, finalement, c'est ce qui crée, c'est ce qui finit par envenimer la relation. Donc, on va voir pourquoi c'est source de problèmes. Donc, il y a 2 temps. Il y a comprendre les mécanismes des comportements qui sont à l'origine des mauvais comportements, je mets bien des guillemets, j'insiste, que nous on considère comme mauvais chez nos enfants. Et ensuite, quelques outils, comment doser, parce qu'en fait quand on est parent, c'est beaucoup une question de dosage. Donc comment doser entre autorité et autorisation. Et la conclusion, les conséquences des paroles et des actes. Voilà, donc je me suis présentée. Donc
L'atelier des parents, c'est français, ça existe depuis 2006. Et en fait, c'est un médecin, Sophie Benkemoun, qui a ramené la méthode Faber et Maslich, pour ceux qui connaissent, des États-Unis, parce que ces enfants étaient dans une école et on proposait déjà ce système-là aux parents. Donc elle l'a ramené en France avec l'accord des auteurs. Et elle a fait ça pendant plusieurs années et récemment elle s'est rapprochée des travaux du psychologue à l'origine de tout ça qui est M. Guinotte et notamment de sa femme qui est aussi psychologue, et donc elles ont développé des ateliers qui tiennent compte des neurosciences et de la neuropsychologie, donc tous les apports des 20 dernières années, parce qu'en fait dans les anciens ateliers, il n'y avait pas tout ça. Et on a fait quand même des découvertes assez importantes. Donc elle a voulu en tenir compte. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet pour comprendre ce qui se passe, quels sont les mécanismes à l'origine des mauvais comportements. Alors, je vais vous, comme vous voulez, vous éclairer. Donc, une situation. Vous imaginez, ça vous est sûrement arrivé, vous allez chez des amis le soir pour dîner, et puis vous arrivez, il pleut, vous posez votre manteau, votre parapluie, voilà, vous allez prendre l'apéritif, vous dînez, vous passez une super bonne soirée, et puis vous repartez. Et en repartant, il y a votre ami qui vous court après et qui dit « Oh là là, t'as oublié ton parapluie, pour la semaine prochaine, ça risque de te manquer fortement. Bon, bisous, au revoir, à la prochaine fois. » Et puis on s'en va. Cette situation vous semble tout à fait courante, normale, ça l'est. Mais le lendemain, vous allez, donc le lendemain matin, vous partez au travail, vous êtes un peu speed, pressé, c'est l'heure quand même s'activer le matin. Et puis il y a vos enfants et vous les emmenez à l'école, donc dans la voiture. Il y a quand même un temps de trajet qui est chronométré, etc. Et votre ado, votre enfant oublie son sac de sport ou sa guitare pour l'ado qui va faire son cours de guitare après le lycée. Et il s'en aperçoit dans la voiture. Donc vous avez déjà roulé 400, 500 mètres. Ah mince, ma guitare, mon sac. Hop, il faut faire demi-tour. Donc je vais demander, vous en tant que parent, qu'est-ce que vous dites? Comment? T'aurais pu y penser? Alors, je vais faire un côté parent ici et un côté enfant-ado. Donc vous êtes des parents, vous êtes des enfants des ados. Donc les enfants-ados, vous écoutez ce que vos parents vous disent. Donc tu aurais pu y penser. Ensuite? Dommage. Tu pourrais penser à tes affaires quand même. Tu pourrais penser à tes affaires quand même. C'est trop tard, je suis à la bourse, je fais plus demi-tour. C'est trop tard, je suis à la bourse, je fais plus demi-tour. C'est bon pour ce coup-là, mais la prochaine fois. Excusez-moi, j'ai pas entendu. C'est toujours pareil. Oui. Pourtant, tu es assez grand pour y penser. Pourtant, tu es assez grand pour y penser. On retourne le chercher, on t'arrangera avec le proviseur pour lui expliquer que tu es en retard. D'accord, on retourne le chercher, on s'arrangera avec le proviseur pour expliquer que tu es en retard. Tu t'arrangeras avec le proviseur pour expliquer que tu es en retard. C'est bon pour ce coup-là, mais la prochaine fois... C'est bon pour ce coup-là, mais la prochaine fois, tant pis. À mon avis, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Bon, voilà, à peu près. Donc vous, les enfants, les ados, vous vous sentez comment ? On ne vous a pas laissé le temps de vous préparer. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire ou vous dites? C'est pas grave. On dit rien, mais on a envie de dire qu'on a couru et que c'est pas de notre faute. Voilà, on dit rien, mais on a envie de dire que c'est pas de notre faute et qu'on a couru. Ça t'arrive jamais d'oublier quelque chose? Ça t'arrive jamais d'oublier quelque chose? Vous voyez, il y a un petit peu les deux facettes.
la communication de parents et entre adultes, le coup du parapluie. Pourquoi notre ami nous a pas dit, bah, Léon, il y en a marre, hein, tu oublies toujours quelque chose chez moi, c'est bon là. Hein. Voilà, donc il y a déjà une façon de communiquer entre adultes. Et quand ce sont nos enfants, nos ados, on adopte un autre mode de communication spontanément. C'est ce qui va être à l'origine, on va le voir, des comportements. Et vous avez vu, les ados, les enfants, vous n'êtes pas forcément très contents de la réponse de vos parents et vous n'avez peut-être pas envie de faire mieux. En tout cas, on n'a pas entendu. En tout cas, ça ne motive pas pour la prochaine fois essayer de faire autrement. Donc, les exemples du matin au soir, vous pouvez en trouver 10 000. Hein. Mon enfant, mon ado ne range pas sa chambre, répond mal, provoque les professeurs, nous cherche à la maison, il ment sur ce qu'il fait, il se tient mal à table dans le canapé, ne range pas son assiette, etc., etc. Du matin au soir, c'est notre quotidien en fait. Hein. Et du matin au soir, voilà les petites sources de micro-conflits que l'on a. Donc version petit enfant, c'est sûr qu'on réagit absolument pas pareil avec un enfant qui a moins de 6 ans, hein, moins de 5 ans. On va être beaucoup plus tolérant. Par exemple, si vous prenez une situation où vous partez en vacances, vous faites vos bagages, partez pour longtemps, donc il faut penser à tout. Éventuellement, il y a le chien à porter quelque part pour le faire garder aussi. Et que vous avez votre petit dernier dans les pattes qui chouine parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui se prépare et qui ne veut pas faire sa sieste, par exemple, ou qui est dans vos pattes sans arrêt. Au moment de partir, vous oubliez son jouet favori pour passer un bon trajet en voiture. Il se met à pleurer, donc obligé de refaire demi-tour, etc. Donc les parents, dans cette circonstance-là, vous allez faire quoi? Demi-tour, ça c'est sûr. Pas forcément possible. On n'aura pas forcément le même. On va pas lui dire, oh bah t'aurais pu penser. Voilà. Donc, mais par contre, le petit enfant, lui, va sentir votre énervement, même s'il est caché. Hein. C'est le langage non verbal qui va compter, qui prédomine quand on est petit. Les petits enfants sont des éponges à émotions, ils captent extrêmement bien ce qui se passe, ne serait-ce que dans le regard ou le geste ou le ton que l'on utilise. Donc, d'ailleurs, quand on est dans cette situation, nous, en tant que parents, on se sent comment? Donc, le fameux rangement de la chambre. Donc, vous rentrez du travail, vous êtes un petit peu... ça a été, on va dire, vous êtes détendu, tout va bien, bonne journée. Vous rentrez du travail, vous allez voir votre enfant dans sa chambre. Et là, au stupeur, il y a des vêtements partout par terre, on ne peut pas mettre un pied devant l'autre. L'ado, il a laissé son ordi, son portable, le trognon de pomme, tout ce que vous voulez sur son bureau en vrac. Les rideaux pas ouverts, le lit pas fait, le placard ouvert, ça déborde, tout va tomber. Qu'est-ce que vous dites, les parents? On ferme la porte. La chambre, d'accord? Ça dépend de la fréquence. Hein. Si c'est une fois de temps en temps, ça peut passer. Si c'est tout le temps. Alors vous rangez, d'accord? Je sais pas. Je crie et je range, d'accord? Tant que c'est pas rangé, il n'y aura pas ça. Ouais. Tant que c'est pas rangé, il n'y aura pas ça, d'accord? Prochaine fois, ça passera par la fenêtre. Prochaine fois, ça passe par la fenêtre. Oui. Ranger avec lui. D'accord, donc voilà quelques paroles de parents. Et vous, les enfants, ados, quand vous entendez...
Tu me saoules. Qu'est-ce que ça peut faire? Comment? Pas le temps. Maintenant que tu as tout rangé, je ne retrouve rien. Maintenant que tu as tout rangé, je retrouve rien. Oui, Ouais. oui. Voilà, donc, est-ce que vous allez être disposé à ranger plus la prochaine fois? Bien sûr que non. D'accord? Aucun effort ne sera fait. Entendu. Donc, voilà, vous avez un petit échantillon, en fait, de ce qui se passe dans notre communication. C'est-à-dire que nous, ça nous semble une évidence de dire ça comme cela, et c'est pas forcément avec une mauvaise intention, c'est au contraire avec l'intention de le faire évoluer, progresser, etc. Mais la réception, elle n'a pas ça comme écho. Et c'est là qu'il va falloir changer les choses, enfin essayer tout du moins. Donc vous avez la deuxième version où vous rentrez du boulot. Vous avez passé une journée exécrable. Donc là, vous imaginez, je vous laisse imaginer. Voilà, et les ados, pareil. Donc les petits, c'est un peu pareil, mais si vous prenez le retour à la crèche, par exemple, un petit qui va se mettre à pleurer, à pleurnicher sans arrêt, vous êtes content de le récupérer, puis il n'arrête pas de pleurer, de pleurnicher. Donc vous allez peut-être être un petit peu quand même agacé, parce que vous aussi, vous avez envie de vous reposer. Ben, un manque de chance, lui, il a décidé ce soir-là de ne pas vous laisser tranquille 2 minutes. Et vous allez en avoir plein les oreilles. Vous n'allez pas lui crier dessus, vous n'allez pas lui dire tu peux t'arrêter, parce qu'il n'est pas suffisamment grand. Par contre, votre visage, votre ton... va trahir parfaitement ce que vous pensez. Et donc lui, il le capte via les émotions. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du stress. Donc un bébé va être stressé. Donc plus un parent est énervé, stressé, plus le bébé va s'énerver, stressé. Et donc c'est un cercle vicieux qui s'installe. Alors les constats, c'est ce qu'on a vu un petit peu ensemble là. Donc il n'y a que des sentiments négatifs, côté parent, côté enfant. Et les actes ou les paroles vont renforcer les comportements négatifs. L'enfant, il ne va pas avoir envie de ranger sa chambre suite aux paroles des parents. Les sentiments, donc le parent se sent fatigué, énervé, épuisé, exaspéré, sans ressources et culpabilise, notamment pour les petits-enfants. L'enfant critiqué négativement se sent humilié, il a un sentiment d'injustice, de colère. Et parfois, certaines paroles peuvent attaquer l'estime de soi. Et l'estime de soi, on va le voir, c'est quelque chose de fondamental pour l'épanouissement de la personne. Et le bébé, c'est une éponge émotionnelle, donc il va réagir au stress, à votre énervement. Il va devenir lui-même stressé et il aura peur. Donc ça ne va pas arranger son comportement. Donc que fait-on quand on veut se faire obéir en général, c'est ce qu'on vient un peu de constater ici. On donne des ordres, on menace, on fait la morale. On donne des avertissements, voilà. Après, ça peut aller encore plus loin. Avec les enfants, on crie, on peut crier, avec des petits, des parents qui en peuvent tellement plus, ils crient. On se stresse, on accélère nos gestes, on a un ton qui est très sec. Et ça, forcément, votre petit va pleurer encore plus. Alors l'ado, lui, ou l'enfant, il va mentir. Je vais dire comme ça la prochaine fois. Ou il va se taire, ou il va avoir peur, pas les ados, mais les enfants. Et surtout, il va faire aucun effort. Donc quand vous vous dites, mais je lui dis des centaines de fois, 15 fois, 20 fois, et qu'il n'y a pas d'effet, oui, il n'y aura jamais d'effet. Donc voilà. Donc votre énergie, plutôt que de vous énerver et d'essayer de répéter des centaines de fois la même chose, il va falloir la placer autrement.
Donc, vous allez essayer de faire baisser votre propre pression. Alors, un des premiers outils, c'est le filtre, comme un filtre à café. Vous allez mettre dedans, non pas du café, mais quelques éléments de savoir dans ce filtre. Et vous allez avoir mentalement essayé de faire l'image du filtre. Ça prend 2 secondes, vous fermez les yeux, c'est le filtre. Je me calme, le filtre. C'est un bébé, c'est un enfant, c'est un ado. Et dedans, on va mettre tout ce qui concerne le savoir sur le développement de l'enfant. Il faut savoir qu'un enfant, il aime toujours ses parents. Pour lui, il y a un amour inconditionnel qui est là, et réciproquement d'ailleurs. Et bon, des fois, surtout chez les ados, on se demande, mais il est bien caché. Donc là, je vais passer. Donc le savoir. Qu'est-ce que l'enfance et l'adolescence? Donc les principaux points à savoir, c'est que le cerveau est en construction jusqu'à l'âge de 25 ans. Et c'est le lobe préfrontal qui va fonctionner en dernier, c'est-à-dire c'est celui qui nous permet des réflexions complexes, d'analyser des situations et de différer des réactions. Et ça, c'est celui-là qui se forme en dernier. Il est complètement formé à 25 ans à peu près. Donc on a toujours notre cerveau archaïque qui permet de faire face au danger. C'est une réaction de sécurité en fait, se mettre en sécurité. Mais le préfrontal, il va nous permettre de réfléchir avant d'agir. Donc ça vous explique beaucoup de choses dans le comportement et notamment des ados. Parce que eux, ils n'ont pas encore complètement cette réflexion avant la réaction. Ce qui fait des comportements des fois épidermiques. Alors c'est aux parents adultes d'aider les enfants à avoir cette réflexion, c'est-à-dire qu'il faut verbaliser la réflexion qu'ils auraient dû ou pu avoir. Et alors, surtout chez les petits et chez les enfants jeunes, les parents doivent faire le deuil du parent idéal et de l'enfance idéale. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre dans le crâne. Ce n'est pas possible. J'avais tout écrit sur un papier, j'avais commandé un enfant parfait et moi, je serais un parent parfait. Ça n'existe pas. Et des fois, c'est dur à faire. Alors, spécifiquement, l'ado, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a les bouleversements physiques, physiologiques, hormonaux. Comme image, le cerveau, il est baigné dans un bain hormonal à l'adolescence. Vous imaginez, donc ce sont des chocs permanents. Il a une nouvelle courbure parce que sa croissance est très rapide. Donc, il y a même un sociologue qui avait dit que l'ado avait la position du bonobo. Voilà, comme ça. Et c'est pour ça qu'on lui dit tiens-toi droit, redresse-toi, etc. Mais lui, c'est pas de sa faute. C'est son centre de gravité qui est en train de changer. Donc, il a du mal à le calculer. Donc, les hormones, elles déclenchent des vagues, des tsunamis émotionnels. Donc, d'un seul coup, votre ado va avoir une réaction. Vous vous demandez ce qui se passe. Et ben, c'est ces hormones qui le titillent. Et son identité se transforme. Et lui aussi, il a compris que ses parents, ce n'étaient pas non plus des héros. Donc, il commence à avoir une petite transformation intellectuelle à ce sujet-là. Et il commence à s'interroger sur des questions existentielles. Voilà ce qu'on peut dire spécifiquement de l'ado. Donc pour les petits, la période 0-6 ans, c'est la première phase de développement du cerveau. Et l'acquisition principale, c'est la motricité de langage. Et évidemment, là, la communication va être hétérogène, parce que c'est vraiment l'âge où on ne peut pas parler à un bébé de 2 mois comme on parle à un enfant de 5 ou 6 ans. Alors, la petite enfance, il y a un psychologue qui s'appelle Olivier Wood qui a mis
qui a découvert en fait que les apprentissages se faisaient comme des vagues qui arrivent sur la plage. Donc d'un seul coup, votre enfant va réussir quelque chose et après, retour en arrière. Et ça recommence. Voilà, petit à petit. C'est comme ça que se font les acquisitions chez les jeunes. Donc s'il y a des retours en arrière, ben, c'est normal. À la naissance, il y a seulement 30% des circuits neuronaux qui sont connectés. Donc c'est pas beaucoup. Bon, ça va vite après. Et donc pour vous donner une image, les apprentissages, au départ c'est comme si c'était un chemin dans la forêt vierge. Donc il doit chercher son chemin, il tâtonne, il hésite, c'est assez compliqué. Et puis petit à petit, à force de répéter les choses, il va quand même trouver un chemin à peu près potable en bois dans la forêt qu'il va pouvoir suivre. Donc là, il a commencé ses acquisitions. Et à force de répéter et d'être guidé par les parents, il va pouvoir prendre des routes où il va aller plus vite, voire des autoroutes, où les apprentissages vont être beaucoup plus rapides. Et des apprentissages chez un jeune enfant. Alors, le cortex préfrontal, je vous l'ai dit, et donc c'est surtout l'attitude parentale quotidienne qui va faire que l'enfant va prendre les bonnes autoroutes. C'est le guider pour arriver à prendre ces bonnes autoroutes. Alors, sur les petits-enfants, bon là je vous le passe rapidement, mais on sépare en plusieurs tranches d'âge, donc les Goutous, les 0-14 mois, où là en fait c'est vraiment une communication presque peau à peau et de contact, du non-verbal tout le temps. Les explorateurs 15-36 mois, donc là vous avez la période du non, ça vous voyez ce que c'est, les frustrations, l'affirmation de soi. Les apprentissages sont sensorimoteurs et la concentration est de quelques minutes. Un enfant, un petit enfant, il ne peut pas se concentrer longtemps. Donc si vous lui faites un long discours sur comment ranger sa chambre, c'est même pas la peine. Donc il comprend plus de mots qu'il est capable d'en dire. Et c'est aussi une période où les interactions sociales sont difficiles et il y a quelque chose à mettre dans votre filtre, c'est que le partage est quasiment impossible. Donc, c'est pas la peine de dire « Ah, mais il faut partager, mais c'est pas bien, etc. » Ça sert à rien. Donc, il faut lui dire, il faut lui montrer, tu vois. Tu peux demander si elle peut te prêter ce jouet, etc. L'accompagner, mais il ne faut pas forcer à partager. Ah, au secours. Pourquoi ça marche? Voilà. Les 3-6 ans, c'est la période des magiciens. Ils sont dans leur monde, ils sont autocentrés. Donc, pour eux, ils veulent quelque chose. Quand ils veulent quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui va arriver. C'est tellement fort que ça va arriver. C'est le pouvoir de leur pensée. Ils sont persuadés qu'en voulant très fort un chien, ils vont avoir un chien. Et donc c'est la période où ils vont mentir. Ils vont dire qu'ils ont un chien parce qu'ils veulent avoir un chien et qu'ils sont persuadés qu'ils en auront un. Et ils vont raconter à tout le monde qu'ils ont un chien. C'est pas ce qu'on peut appeler vraiment un mensonge. Nous, on dit ils mentent, mais non, en fait, c'est comme ça. Leur cerveau n'est pas encore complètement structuré, loin de là. Et donc, ils sont vraiment dans une période de pensée égocentrée. Donc là, faut pas leur en vouloir. C'est pas non plus un mensonge volontaire. Donc, peu à peu, vers 7 ans, ils vont sortir de cet égocentrisme. Le filtre, donc voilà, en fait, ça prend 2 secondes. Quand vous êtes énervé, que les comportements de votre enfant vous énervent, vous pensez au filtre et surtout, ça sert à ne pas surréagir et à
envenimer la situation, faire que ça devienne pire. Alors, les autres solutions, donc ça c'est une toute petite solution, le fil c'est vous pour on souffle, on se reprend, on ne va pas en rajouter. Ensuite, les autres solutions se trouvent dans la communication. Et là, c'est un apprentissage, donc on ne peut pas du tout le faire ici. C'est un apprentissage parce que, Anne Guinotte le dit, c'est comme apprendre une langue étrangère. Donc il faut apprendre à parler positif, à avoir d'autres paroles si on veut que les actes de nos enfants et nos ados soient suivis d'effets. Donc on va avoir une première approche avec 2 situations. La première situation, c'est quand vos enfants, même les petits, sont tristes ou ne sont pas bien ou sont en colère. Donc ils ont un problème, quel qu'il soit, amis, résultats scolaires, frustration quelconque. Donc là, vous vous mettez en position d'écoute. On verra dans les ateliers, on voit ce que c'est que l'écoute empathique. Donc là, vraiment, c'est se taire, nous en tant que parents, recevoir la parole de nos enfants, nos ados, les écouter vraiment. Donc on arrête de faire ce qu'on est en train de faire. On est vraiment 100% disponible avec eux. Et on accuse des réceptions, des messages que l'on reçoit. Et ensuite, on parle très peu, on verbalise les émotions s'il n'y arrive pas. Par exemple, je vois que tu es en colère, je pense que tu dois être très triste. Et ensuite, on laisse venir la parole de l'enfant. Alors des fois, il n'y en a pas, mais petit à petit, plus vous pratiquez ça, plus l'enfant va parler. Et c'est très important parce qu'à l'adolescence, souvent, les ados se ferment. Et des enfants qui ont été écoutés vont parler. Des enfants qui ne sont pas écoutés ou mal écoutés vont se taire. Donc on va chercher la source du problème. Mais nous, on doit être très calme dans ce moment-là. Et c'est aussi ce qui va construire la confiance et la relation, c'est capital. C'est ce qui va construire la relation avec votre enfant. Donc si vous êtes dans une écoute empathique, votre relation avec votre enfant va vraiment grandir et s'enrichir. La deuxième situation, c'est quand vous avez un problème. Donc là, c'est ce qui vous concerne souvent, c'est que votre enfant a un mauvais comportement et qu'il vous énerve. Alors là, une des solutions, c'est aussi dans la communication. On dit simplement, on va voir qu'on parle en jeu. Donc la critique attaque l'estime de soi, donc ça ne sert à rien de critiquer, au contraire. Et on va essayer de bloquer notre flot de paroles que l'on a vu tout à l'heure, les paroles négatives. On va décrire le problème. Simplement décrire les faits. La chambre, elle n'est pas rangée. Donc vous dites, je rentre du travail, j'aimerais bien voir une chambre à peu près correctement rangée. C'est quand même plus plaisant, plus agréable. Après, c'est votre problème. Il y a beaucoup de parents qui font une fixette sur la chambre. Voilà, ça peut être un univers aussi. Vous lui dites, c'est ton univers, tu fais ce que tu veux dedans. Ça dépend. On peut prendre aussi les exemples des devoirs, c'est la même chose. Donc, vous dites ce qui ne va pas, ce qui vous embête, vous, et le comportement que vous aimeriez voir. Donc, vous dites, je suis énervée, je suis en colère, je m'attends à ce que la chambre soit rangée, les devoirs soient faits, quand, etc. etc. J'ai besoin d'eux. On parle en jeu. Et on ne va pas utiliser le tu qui attaque. On va parler en je. Alors, il y a des faux messages je. Ça se travaille aussi. Voilà. Donc, le message je, c'est mon sentiment. Je décris ce que je vois. Et ensuite, je pose
ce que j'attends. Est-ce qu'on peut avoir l'exemple de fournissage de jeu? Alors, je suis énervée, t'as qu'à ranger ta chambre. Je t'ai demandé de ranger ta chambre. C'est différent de je suis énervée, je m'attends à ce que quand je rentre du travail, tout soit nickel dans la maison parce que je sais pas, vous êtes un peu maniaque par exemple. Et donc vous dites, quand je vois cette chambre-là, ça m'énerve. J'ai besoin de voir les habits dans le placard, le lit fait, les volets ouverts, etc. Vous faites une description. C'est quoi la différence? C'est que on n'attaque pas la personne, on s'attaque au problème. Et la réaction, le sentiment chez les gens va être différent parce qu'ils ne vont pas se sentir attaqués ou blessés. Donc ils vont dire, ah bah oui, ils vont peut-être prendre conscience du problème. Ah bah oui, c'est vrai, j'aurais pu faire un effort. Voilà. Mais ils n'ont pas été attaqués. Donc le deuxième outil, c'est ça, c'est d'écrire. Alors après, il faut faire un dosage entre l'autorisation et l'autorité. Donc qu'est-ce qu'on va autoriser et qu'est-ce qu'on va, entre guillemets, imposer. Donc l'autoritarisme, c'est un cadre strict adossé à des punitions, souvent sans bienveillance et parfois même recherche d'humiliation. Et l'autorité, c'est ni autoritarisme ni laxisme. On pose un cadre, on définit des règles dans une fermeté bienveillante. Donc on va voir tout de suite le cadre. Le cadre qui se définit entre parents, entre les deux parents. Et c'est un carré qui a 4 montants à peu près égaux. Donc vous avez les interdits, c'est souvent la loi, par exemple l'interdiction d'ouvrir un compte Facebook avant 13 ans. Ce qui est non négociable pour vous, par exemple moi, le non négociable c'est le scooter. Il y en a pour qui ce sera autorisé. Mais voilà, justement c'est vous, parents, avec votre idée de l'éducation, qu'est-ce que vous mettez dans ce cadre? Donc, les interdits, le non négociable. Le négociable, ça peut être la tenue vestimentaire, par exemple, les lectures, le temps d'écran, etc. Et ce qui est autorisé, ça peut être aussi la tenue vestimentaire, les lectures, etc. Selon votre cadre familial à vous. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête. Alors, il se construit naturellement, petit à petit, parce qu'on se connaît bien, etc. Mais pour certains points, c'est très important d'en rediscuter avant, parce qu'on peut avoir des grosses différences. Papa va être à fond au scooter et maman, pas du tout. Ensuite, on va fixer des règles. Alors, ces règles, elles concernent la partie négociable du cadre. Et là, elles sont co-construites avec les enfants. Donc, une règle, c'est les 6C, elle est courte, pas besoin de faire un roman. Elle est claire, on demande à l'enfant, à l'ado, s'il a bien compris. Elle est cohérente, donc nous, on doit avoir un comportement cohérent par rapport à ce qu'on demande à notre enfant. Si on lui dit les portables, l'ordinateur à 10h du soir c'est terminé et que nous on continue à être devant jusqu'à minuit, ça va pas. Si on lui impose 2 heures de télé par semaine alors que nous, dès qu'on rentre, on s'affale dans le canapé et on passe 6 heures devant la télé, ça va pas non plus. Après, c'est une question de dosage. Vous avez le droit d'être un peu plus devant la télé ou l'ordinateur que lui pour des raisons X ou Y, mais il faut bien lui montrer que vous aussi, vous vous imposez quand même des règles. Hein? Donc, par exemple, chez moi, tout le monde éteint le portable quand il va se coucher. Il y a une banette dans la cuisine. Tout le monde a le portable dans la... Alors, c'est dur au départ, mais après, c'est réglé. On n'en parle plus. Ça simplifie les choses. Elle est connue d'avance, c'est-à-dire qu'on en a parlé ensemble. C'est pour des problèmes récurrents. Donc, elle est connue d'avance.
constante, de rares exceptions. Je ne sais pas si le temps de télé est limité. Vous pouvez quand même ensemble regarder une émission qui dure 4 heures parce que c'est super et que ça va intéresser tout le monde. Mais c'est une exception. Ça reste une exception. Les conséquences, les liens logiques avec ce qui s'est passé. Donc s'il y a débordement, eh ben, par exemple, si c'est 2 heures par semaine de télé, s'il en a fait 4, eh ben, la semaine prochaine, ce ne sera pas du tout. Mais elle est toujours liée à la règle. C'est-à-dire que si c'est le temps de télé, la conséquence, c'est le temps de télé. D'accord ? C'est pas autre chose. Différence avec la punition. Et donc, par exemple, un ado qui vous dit je rentre à 1h du matin, il rentre à 3h, bon bah très bien, la prochaine fois, c'est 11h à la maison. Il va le faire une fois, pas deux. Et il va bougonner, il va pas être content, etc. Ça c'est normal. Mais il va comprendre, il va accepter parce que c'est juste. Et que ça ne l'attaque pas lui, ça attaque le comportement. Mais après, il faut bien faire comprendre aux enfants, aux ados, la maison c'est une mini-société. Il y a des règles. Et les règles, elles sont définies par ceux qui sont au pouvoir, les parents. et donc, voilà, ici, chez nous, c'est comme ça. Il va chez son copain, ça va être exactement l'inverse. Oui, d'accord, chez ton copain, c'est comme ça. Mais ici, chez nous, c'est comme ça. On se retrouve coincé entre accepter ou accepter, quoi. Ah ben oui, au bout d'un moment, oui. Alors après... Il y a des parents pour qui ça va être un problème. Moi, j'en connais plein. Le rangement de la chambre, c'est un problème. Et il y en a pour qui, moi, je sais que ma fille, je lui ai dit, écoute, ton bazar, moi, je ne veux pas le voir. Depuis, je ne passe plus l'aspirateur, je ne rentre plus dans sa chambre. Voilà, enfin, c'est son domaine. Après, c'est ma vision des choses. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que sur un point qui est fondamental, donc pour le parent lui-même, enfin, je veux dire, il y a des situations qui peuvent devenir inexplicables s'il n'y en a pas un des deux qui fait quelque chose. Ah bah tout à fait, c'est pour ça qu'on construit des règles. C'est pour ça qu'on construit des règles ensemble avec l'enfant, l'ado. On lui dit, bah voilà, moi, c'est insupportable pour moi, il faut qu'on trouve quelque chose, on trouve un compromis. Et donc, on va chercher ensemble et on va arriver à trouver quelque chose qui est acceptable pour le parent et quelque chose qui est acceptable pour l'ado. Alors ça ne prend pas forcément 3 heures, hein, ça peut être rapide. Et on cherche des idées ensemble pour essayer que ça convienne à tout le monde. Que l'ado ne soit pas trop ennuyé et que le parent, quand même, il y a un minimum de respect de ce qu'il attend. Bon, la chambre, c'est un exemple. On peut prendre les devoirs, on peut prendre toutes les situations possibles. Mais c'est pour ça que l'écoute, c'est fondamental et ensuite, l'écoute permet le dialogue. Il y a l'atelier Faber et Maslich, c'est écouter pour que les enfants parlent, parler pour que les enfants écoutent. C'est véridique. Enfin, conclusion générale. C'est pas simple d'être un parent et de nos paroles, vous l'avez vu, découlent des actes. Donc, être parent, c'est apprendre à doser. Il faut avoir des connaissances quand même, un minimum sur le développement de l'enfant, du cerveau. Ça nous permet nous aussi de nous calmer. Et ensuite, il faut voir ce qu'on va autoriser ou au contraire ce qu'on va interdire, limiter. Et accepter aussi de changer, de faire des concessions pour garder le lien. Le lien, il est plus important que tout le reste. Donc si vous avez un ado, entre guillemets, problématique, je ne parle pas des cas psycho et tout ça, là, ce n'est pas du tout le cas. Si vous avez un ado un petit peu problématique, vous avez encore plus à changer, c'est-à-dire à accepter des choses que vous n'auriez pas acceptées. Et à vous de faire le travail finalement, au final,
est-ce que c'est grave? Donc, bien communiquer, cela s'apprend comme on apprend une langue étrangère. Donc, c'est M. Guinotte qui est à l'origine des ateliers. Tous les sentiments sont légitimes. Tous les comportements ne sont pas acceptables. Ça met bien la différence. Et puis, pour rigoler un peu, la folie, c'est de se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. C'est Einstein. Et enfin, il y a M. Guinotte qui dit « Soyez des êtres humains, soient des parents ». Voilà. Et donc là, ça c'est l'historique Faber et Maslach. Voilà, M. Guinotte, en fait, c'est le même courant que Carl Rogers ou Thomas Gordon. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Bon, aux États-Unis, c'est utilisé. Au Québec aussi, ils l'utilisent dans les décisions de justice. Ils obligent certains parents à suivre ces méthodes-là. Et ça a été traduit dans 30 langues aussi, dans le monde entier. Voilà, alors il y a différents ateliers. Donc là, c'est l'atelier ado. Chaque atelier a 2 modules. Donc chaque atelier est adapté à la période concernée. Donc là, l'adolescence, c'est une question de dosage. Ça, c'est le module 1. Tout ce qu'on a abordé est très vite fait. Le module 2, là, c'est plus... On rentre plus dans les problèmes un peu plus lourds, quand les premières fois, les transgressions, voilà. Ensuite, il y a donc les ateliers petits enfants, jeunes enfants. Donc là, pareil, il y a 2 modules. Donc là, on prend conscience de nos atouts de parents. On travaille sur les émotions, poser des limites et les alternatives à la punition, même avec les petits. Et ensuite, le module 2, c'est plus sur l'estime de soi, parce que ça se travaille très tôt. Et enfin, la période enfance, pareil, 2 modules. Donc là, ce sont des outils pour mieux communiquer et développer l'autonomie de l'enfant. Et ensuite, plus sur l'autorité. Voilà, donc vous avez, quand les ateliers sont conçus comme ça, pour chaque atelier, il y a un cahier de travail. Et on déroule tout avec le cahier de travail. Voilà, donc je me tiens à votre disposition pour toutes les questions. Je vous remercie d'avoir été attentif et participatif. Un des outils, une alternative à la punition, c'est faire assumer les conséquences directement liées à l'acte, sauf bien sûr ce qui est dangereux. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les compensations de temps, les choses comme ça, qui sont liées à l'acte. Et les messages-jeux, alors la fermeté bienveillante, il y a beaucoup le ton aussi, et les messages-jeux. Une chose à ne pas oublier, les comportements positifs. Votre enfant, lorsqu'il a un comportement positif, c'est-à-dire que ce que vous attendez de lui est fait, il va falloir absolument le complimenter. Et c'est un compliment descriptif, c'est-à-dire détaillé de ce qui a été fait. Parce que si vous dites un simple merci, il peut se dire ouais, c'est sincère, c'est pas sincère, il a un doute. Par contre, si vous dites « Ah, je vois la chambre bien rangée, avec les affaires bien placées dans le placard, etc. », il va se dire « Bon, ben, il a vraiment vu ce que j'ai fait. » Donc, il va prendre ça comme un véritable comportement. Il faut savoir qu'un compliment, ça compense. Enfin, il faut un compliment pour 6-7 remarques. Il faut 10 compliments, pardon, c'est pour ça que je bafouille. Il faut 10 compliments pour 6-7 remarques négatives. 10 compliments positifs pour compenser les négatifs. C'est l'inverse, oui. Et donc, c'est ce qui va construire aussi les compliments, c'est ce qui va construire l'estime de soi. Enfin, c'est ce qui va contribuer
à construire l'estime de soi. Alors l'estime de soi, elle est très importante dans la vie, même pour vous, en tant qu'adulte, et aussi dans la vie scolaire. C'est capital. L'estime de soi, elle va permettre d'évoluer, d'être capable de faire face aux échecs, de les dépasser et finalement d'être épanoui dans sa vie. Donc c'est capital. Ce qui est bien, c'est qu'elle peut être réparée toute la vie. Même si on a eu une estime de soi abîmée, cassée, elle peut être réparée toute la vie. Elle se construit lorsque nous exprimons les conséquences positives, hein, donc les compliments, quand on donne confiance et qu'on encourage les enfants dans leur nouveau comportement. Alors les paroles maladroites, comme beaucoup dans le milieu scolaire, sont assassines et donc sont dramatiques hein, sur le développement, sur les capacités de travail, etc. Vous allez voir, il y a l'estime de soi. Enfin, je pense que celui qui l'a mieux analysé, c'est Christophe André. Et il y a trois composantes. C'est comme un tabouret à 3 pieds. Donc s'il y a un pied qui est un peu scié ou elle n'est pas stable, ça ne va pas. Donc il y a une composante qui est l'amour de soi. Donc c'est se sentir aimé d'un amour inconditionnel. Peu importe ce que je fais, je sais, je suis convaincue que, et je le sais vraiment au plus profond de moi, que mes parents m'aiment. Il y a Gary Chapman aussi qui a fait les 5 langages de l'amour, un livre très, très bien là-dessus. En fait, il y a des gens qui sont réceptifs à certains canaux d'amour, entre guillemets. Donc il en a fait 5. Donc c'est important aussi de les repérer chez vos enfants. Ensuite, la vision de soi. Donc là, c'est l'image que l'enfant porte sur lui-même. Il se construit avec le regard qu'on a sur lui et notre vision de sa personnalité. Donc ça, c'est la vision qu'il a de lui. Et la confiance en soi. Donc là, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je vais oser ou pas? Accepter les échecs, le droit à l'erreur et surtout rebondir. Un échec, c'est pas grave. Je sais que je suis capable la prochaine fois de dépasser cet échec. Et donc, si on n'a pas ces 3 piliers-là, l'estime de soi, elle est bancale. Et donc, elle peut empêcher d'avancer dans la vie, même dans la vie professionnelle. Là, ça concerne les adultes aussi. Ah oui, petit exemple très rigolo. Quand un enfant apprend à marcher, il tombe 2000 fois en moyenne. Vous n'allez pas lui dire à chaque fois « Mais mon pauvre, tu n'y arriveras jamais, quoi, t'es un vrai boulet ». Ça ne nous viendrait pas à l'esprit. Eh bien, quand ils sont ados et qu'ils ne réussissent pas dans leur scolarité, etc., on a tendance des fois à dire des phrases un peu de ce style-là. Il vaut mieux pas. C'est utilisé au Québec aussi, ils l'utilisent dans les décisions de justice. Ils obligent certains parents à suivre ces méthodes-là. Et ça a été traduit dans 30 langues aussi, dans le monde entier. Voilà, alors il y a différents ateliers. Donc là, c'est l'atelier ado. Chaque atelier a 2 modules. Donc chaque atelier est adapté à la période concernée. Donc là, l'adolescence, c'est une question de dosage. Ça, c'est le module 1. Tout ce qu'on a abordé très vite fait. Le module 2, là, c'est plus... On rentre plus dans les problèmes un peu plus lourds. Quand les premières fois, les transgressions... voilà. Ensuite, il y a donc les ateliers petits enfants, jeunes enfants. Donc là, pareil, il y a 2 modules. Donc là,
On prend conscience de nos atouts de parents. On travaille sur les émotions, poser des limites et les alternatives à la punition, même avec les petits. Et ensuite, le module 2, c'est plus sur l'estime de soi, parce que ça se travaille très tôt. Et enfin, la période enfance, pareil, 2 modules. Donc là, ce sont des outils pour mieux communiquer et développer l'autonomie de l'enfant. Et ensuite, plus sur l'autorité. Voilà, donc vous avez, quand les ateliers sont conçus comme ça, pour chaque atelier, il y a un cahier de travail. Et on déroule tout avec le cahier de travail. Voilà, donc je me tiens à votre disposition pour toutes les questions. Je vous remercie d'avoir été... Si ça vous intéresse, rejoignez-nous sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt!